à tous, je vous remercie d'être venus à ma session. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'IoT, de time series et de prédiction avec Android, Spark et Cassandra. Donc, je m'appelle Amira Laïkal, je suis développeur Java chez Valtech à Paris. Je code aussi en Scala, il y a des fans de Scala qui sont présents dans la salle. Voilà. Et en parallèle, mis à part le code, je suis aussi une passionnée de course à pied. Donc, j'ai démarré il y a 2 ans et depuis, j'arrête pas de faire des compétitions. Et mon prochain challenge, ça serait le marathon de Paris qui aura lieu en avril de l'année prochaine. Donc, si vous voulez avoir quelques news techniques, vous pouvez me suivre sur Twitter et puis vous trouverez tous les sources, le code source de la présentation sur mon GitHub. Je suis aussi une des membres dirigeants de l'association Duchesse France. Donc, c'est une association française localisée à Paris principalement, qui a pour objectif de promouvoir les femmes dans l'IT. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant ces profils féminins. Donc, je vous invite à assister à un Mambof qui aura lieu aujourd'hui à 16h30. Je ne me souviens plus de la salle. Donc, je vais plus en parler et présenter un peu ce qu'on fait. Donc, pour ceux qui ne viendront pas, vous pouvez regarder les infos sur notre site ou sur Twitter. Donc, IoT, donc the Internet of Things. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur l'IoT, je me suis posé la question déjà, depuis combien de temps ça commence à buzzer ce mot? Donc, depuis combien de temps on en entend parler et pourquoi maintenant? Et dans mes recherches, je suis tombée sur un rapport assez intéressant de Cisco. En fait, le rapport montre la progression, l'évolution de la population et en même temps l'augmentation du nombre des objets connectés dans le monde. Donc, selon ce rapport, l'IoT a vu le jour entre 2008 et 2009, quand le nombre des objets connectés a dépassé le nombre de la population sur Terre. Donc à partir de ce moment-là, on était censé avoir plus d'objets connectés que de personnes sur Terre. Aujourd'hui, on est en 2015, donc on est à peu près plus de 7 milliards sur Terre, et chacun de nous est censé avoir au moins 3 objets connectés avec lui. Et ce chiffre est en train de progresser encore plus, donc on est censé, il y a une estimation qui dit qu'on pourrait atteindre potentiellement plus de 50 milliards d'objets connectés d'ici 2020. Donc c'est impressionnant quand même comme chiffre. Et ce qu'il faut se dire derrière, c'est que tous ces objets connectés sont en train de collecter des informations. Donc on a plein de data qu'on est en train d'accumuler et il faudrait faire quelque chose avec ces données-là. Donc imaginez un peu ce système d'objets de différents types en fait. Ça peut aller des réseaux sociaux, des smartphones, des GPS et autres, qui sont en train d'accumuler une masse d'informations qu'on doit par la suite essayer de traiter assez rapidement, puisque la masse, elle commence à s'agrandir, et pouvoir en tirer une information. Donc c'est tout ça pour dire qu'on est vraiment dans l'ère du big data. Donc là, aujourd'hui, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat ou autres, les téléphones, les GPS ou d'autres capteurs qui existent sont en train d'accumuler une masse d'informations, et le challenge, ça serait de les analyser un peu en temps réel. Donc là, imaginez, j'ai pris quelques métriques avec cette image-là, c'est que Facebook, tous les mois, est en train d'analyser plus de 20 terabytes de photos. Et bien sûr, le chef du big data, je dirais, le top, c'est Google, bien sûr, qui est en train d'analyser une masse de données. Donc là, il y a l'exemple de 1 pétabyte toutes les 72 minutes. Toutes les 72 minutes, c'est ça. Il est en train de processer vraiment 1 pétabyte toutes les 72 minutes. Donc imaginez cette quantité d'informations et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Donc il y a des étapes quand même pour analyser ces données-là, qui sont toutes simples. Donc on a nos données. La première étape à faire, c'est déjà réussir à extraire l'information qui nous intéresse de ces données-là. Dès qu'on aura cette information-là, ensuite, on va essayer d'acquérir une connaissance de cette information-là. On a l'info, mais qu'est-ce que nous apprend cette information? Et à partir du moment qu'on a cette connaissance, on peut élargir notre intelligence, notre savoir-faire, etc. Et donc l'idée de l'avenir, ça serait quoi? Ça serait vraiment réussir à faire merger, je dirais, tous les objets de notre quotidien, donc les objets physiques, tangibles, organiques même, du monde réel vers le monde numérique. Pouvoir vraiment récupérer toutes les informations du monde réel vers le monde numérique. Imaginez par exemple que les objets seront assez intelligents pour nous communiquer l'information n'importe quel moment et sur n'importe quel objet, device, donc n'importe quel terminal. Donc ces objets auront l'intelligence de nous donner l'information à temps pour que nous on puisse comprendre cette information-là, réagir assez rapidement et donc ça nous permettrait bien sûr d'économiser du temps et de l'argent
et d'être plus performants, d'améliorer nos services et nos produits. Donc certes, tout ce que je vous dis là, c'est une version un peu utopique de l'avenir, hein. C'est ce qu'on aimerait bien réussir à faire. On est bien sûr très très loin de ça encore, il y a beaucoup de travail. Moi j'ai pris la photo de Pepper, qui est un robot d'Aldebaran. Et il était présent à la keynote de Devoxx à Anvers la semaine dernière. Et ce robot-là a fait un petit discours sur scène pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Donc imaginez ce robot, plein de technologies, avec tous les capteurs qu'il possède. Il fait un simple discours sur scène. J'avais fait passer le message à Stéphane pour qu'il améliore un peu la keynote la prochaine fois. Mais voilà, on n'utilise pas le potentiel qu'on a. On a des capteurs, on a des informations, mais on n'arrive pas encore à canaliser toute cette énergie-là pour pouvoir faire vraiment fonctionner un robot comme on le souhaiterait, qu'il soit autonome, qu'il anticipe notre besoin, qu'il nous commande nos besoins de quotidien. Par exemple, au lieu d'avoir les bouchons le soir, il y aura votre commande pour les courses du soir, elles seront faites automatiquement et seront livrées chez vous. Donc, il saura à quelle heure vous allez rentrer, quel repas vous pourrez potentiellement aimer pour le soir et ça sera livré chez vous. Bon, moi je ne vais pas parler du futur, je voulais déjà commencer par parler des objets que j'ai eu l'occasion d'utiliser dans ma pratique de sport. Donc, comme j'ai dit, je fais beaucoup de running, beaucoup de courses à pied et donc j'utilise plusieurs objets connectés. Donc la première, c'était mon téléphone. J'ai installé une application gratuite qui s'appelle Runkeeper. Et l'application, elle permet de mesurer ma vitesse, la distance que je suis en train de faire, l'élévation, donc si je monte une vallée ou que je descends une vallée, etc. Donc plein d'autres métriques aussi. Mais bon, c'était un peu pénible de courir avec un téléphone. J'avais un brassard, hein, je glissais mon téléphone dedans, je courais avec, mais c'était un peu compliqué de le faire. À chaque fois, ça tombait, ça arrivait souvent d'ailleurs. Donc depuis, je me suis procuré une montre connectée. Donc c'est la montre Garmin que vous voyez là, j'ai le même modèle chez moi. Et la montre, c'est plus léger déjà, et ça permet de cibler vraiment mon activité. Donc je pouvais avoir mon allure, mais en temps réel. Vraiment, quand je courais, je regardais ma montre, je savais à quelle vitesse j'étais en train de courir à cet instant-là. J'avais aussi la distance, les battements de cœur. Donc j'avais en plus un autre capteur que je mettais sur le torse, un petit brassard, et ça communiquait en temps réel ma fréquence cardiaque. Ça mesurait le temps de repos que je devais faire après mon activité. Donc en prenant en compte les pics de fréquence cardiaque que je pouvais atteindre, la distance, etc. Il me disait, voilà, fallait se reposer 4 heures après votre activité, etc. Et je pouvais faire plein d'autres trucs. Enfin, c'est vraiment un coach personnalisé dans une montre. Je pouvais faire mes sessions, etc., enregistrer dessus. Et le dernier gadget que j'ai acheté, que j'ai là d'ailleurs dans ma poche, c'est celui-là. C'est le Withings. C'est un petit objet qui permet de mesurer tous les pas que je fais tous les jours. Et l'idée, c'est de voir si je passe une journée saine ou pas. Bon, je pense que la plupart de vous, vous êtes des développeurs, on passe quasiment toute la journée assis sur un PC. Donc ce petit gadget me permettait de savoir si j'ai assez bougé aujourd'hui ou pas, si j'ai pas trop stagné devant mon écran. Donc il mesure aussi la fréquence cardiaque et plein d'autres trucs, mais voilà. Donc c'est le troisième gadget avec lequel je m'amuse. Et donc en m'inspirant de tous ces objets-là, avec tous les capteurs qu'ils ont, que je me suis dit pourquoi pas faire un petit truc à partir de là. Donc prendre des infos d'un capteur. Et du coup, l'idée de cette présentation, donc le fil rouge que vous allez suivre du début jusqu'à la fin, ça serait ça. Donc notre objectif d'aujourd'hui, ça serait de réussir à connaître l'activité physique qu'on est en train de faire en prenant en compte des mesures venant d'un capteur bien particulier que vous avez tous dans vos smartphones, hein, qui s'appelle l'accéléromètre. Donc les activités à deviner, ça serait est-ce que je suis en train de marcher, est-ce que je suis debout, assise, ou est-ce que je suis en train de courir par exemple. Donc j'en ai pris que 4. Et l'usage de ce genre de solution, ça peut être pour la santé, pour le secteur de la santé, les docteurs qui suivent des malades qui souffrent d'obésité par exemple ou d'autres problèmes moteurs, ils pourraient se baser sur cette analyse-là pour pouvoir savoir si les patients bougent assez, s'ils ont fait assez d'activités dans la journée, etc. Donc c'est une possibilité d'usage. L'accéléromètre, donc c'est un petit capteur qui est déjà fourni dans tous les smartphones, iPhone, Android, etc. Et il permet de mesurer notre accélération propre. Donc il est déjà utilisé par exemple si vous faites de la navigation et que vous choisissez votre destination. Et là vous avez une estimation, surtout moi avec Google, vous arrivez dans 5 minutes à pied, etc. Et bien cette estimation-là, elle varie quand vous bougez. Et elle se base un peu sur, mis à part d'autres capteurs, entre autres sur l'accélération pour connaître votre allure et vous dire vous allez arriver en 2 minutes en fait, au lieu de 3. Donc il y a plein d'autres usages. Donc, on va se concentrer sur notre accéléromètre et voir qu'est-ce qui nous communique comme information. Donc on a 4 informations qui sont envoyées depuis ce petit capteur. La première, c'est le timestamp, forcément l'instant.
Et puis on a 3 valeurs selon les 3 axes, donc la force selon l'axe des X, des Y et des Z. Donc pour les forces, c'est mesuré en mètres par seconde carré. Et vu que ces mesures-là sont envoyées successivement dans le temps, donc c'est ce qui nous permet d'obtenir ce qu'on appelle une time series. Donc on a des calculs des mesures successives. Toutes ces mesures-là, elles forment une courbe temporelle qu'on appelle la time series. Et donc le premier objectif, on a notre capteur. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est de collecter les informations. Donc moi, je suis partie sur une solution assez simple. Donc j'ai mon application Android qui va récupérer les infos en temps réel de mon capteur et qui va ensuite les poster sur un serveur REST tout simple et on va les stocker dans une base. Donc ça, c'est le mécanisme. Donc j'ai partagé le lien pour les sources du serveur REST, mais vous pouvez trouver sur mon GitHub. Donc vous cherchez Miralac, vous trouverez tous les repos possibles. L'application mobile. Donc j'ai fait 3 écrans assez simplifiés. Donc le premier, on arrive sur l'application. Vous mettez l'URL de votre serveur vers lequel vous allez poster les activités. Et ensuite, vous appuyez sur Start. Vous arrivez sur un écran où vous n'avez aucune valeur au début. Et dès qu'on clique sur le deuxième bouton Start, on commence à capturer toutes les valeurs de ce sensor, donc de ce capteur. En temps réel, et on les voit changer d'ailleurs. Ça se met à jour, ça se rafraîchit. Donc OK. Donc là, on a vu qu'on va se baser sur notre accéléromètre, qu'on va poster les données via un serveur REST. Mais ce qui nous intéresse après, c'est où stocker ces données-là. Et donc, pour stocker les données, moi, j'ai opté pour une solution donc, qui est Cassandra. Qui ne connaît pas Cassandra? Je commence par les... Oh, peu de gens. Ah non, les mains se lèvent timidement. OK. Moi, c'est bien, il y en a plein qui connaissent. Je vais quand même faire un petit rappel de l'historique de Cassandra. Donc, Cassandra, c'est une base qui a été créée par Facebook à l'origine. C'est un projet open source. La version la plus récente, la 3.0.0, a été réalisée la semaine dernière, le lundi dernier, elle a été sortie. Et donc Cassandra, c'est une base NoSQL orientée colonne qui tend de plus en plus vers une abstraction de type table distribuée. Donc le projet il est très supporté par une entreprise américaine qui s'appelle DataStax, donc ils fournissent plein d'outils autour, payants ou pas d'ailleurs. Si on résume un tout petit peu les caractéristiques de Cassandra, donc le premier point important c'est la scalabilité linéaire. C'est qu'avec Cassandra, on peut facilement monter en charge si jamais le besoin y est. Donc si jamais on part sur un cluster avec 4 nœuds et à un moment on doit traiter plus de données, on peut facilement rajouter d'autres nœuds dans notre cluster. C'est masterless, donc il n'y a pas de notion de master ou slave. Donc ça c'est très intéressant dans Cassandra. C'est très facile à mettre en œuvre. Donc on n'a que 2 fichiers de configuration si jamais on a besoin d'avoir des spécifications particulières. On peut avoir plusieurs data centers, donc avoir plusieurs clusters qui communiquent entre eux et qui répliquent les données entre eux. Et c'est ce qui nous permet, entre la notion de multi-data center et puis de masterless, d'avoir une haute disponibilité en fait, de réagir à la panne et d'avoir toujours des données disponibles. Et pour écrire, donc je vais juste rappeler le mécanisme d'écriture dans Cassandra. Pour écrire, Cassandra se base sur le principe du last write win. Donc le dernière écriture, c'est l'écriture gagnante. Donc là, j'ai pris un exemple tout simple. La structure de l'instruction que vous voyez, c'est du CQL, du Cassandra Query Language. Donc c'est quasiment similaire au SQL. Vous ne serez pas dépaysé, donc c'est quasiment pareil. Là, dans mon exemple, j'essaie d'insérer les données d'un user. J'ai son login, son nom et son âge. Et donc quand je fais l'insertion, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans mon disque, je vais créer une SSTable. Donc j'ai mon row en dessous. Avec comme clé primaire, ça serait mon login, et j'aurai 2 colonnes avec les informations que j'essaie d'insérer. Pour chacune de colonnes, j'aurai un timestamp qui sera auto-généré. Donc chacune des colonnes aura une valeur, un nouveau timestamp. Donc si jamais je veux mettre à jour l'âge finalement de mon user que je viens d'insérer, qu'est-ce qui se passe? J'aurai une nouvelle SSTable qui va être créée avec la nouvelle information, donc la nouvelle valeur de l'âge, et la nouvelle colonne aura un nouveau timestamp bien sûr. Pareil, si j'essaie de supprimer, on va créer une nouvelle SSTable avec un marqueur de suppression qui est le tombstone qui indique que la valeur a été supprimée. Donc si jamais j'essaie de lire finalement l'âge de mon user, qu'est-ce qui se passe concrètement? On va remonter les 3 SSTables en mémoire, on va les lire toutes les 3 et on va récupérer la valeur de la colonne qui contient le timestamp le plus récent. Et dans mon cas à moi, ça serait la dernière. Ou ça va indiquer que la valeur n'existe plus, elle est nulle. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'on fait une insertion, une suppression, une mise à jour, il y a une SSTable qui est créée.
Donc à un moment, vous allez vous dire, bah, ok, je vais saturer mon espace disque, j'aurai tellement de SSTable que je ne vais plus m'en sortir. Eh ben non, parce qu'avec Cassandra, il y a un process qui tourne automatiquement qui s'appelle la compaction et qui permet à chaque fois de compacter ces informations-là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il va lire nos 3 SSTable, il va créer une nouvelle SSTable, il va copier que les colonnes avec le timestamp le plus récent. Donc j'aurai le nom et puis l'âge, la dernière valeur de l'âge. Et puis il va supprimer les anciennes SSTable. C'est génial comme process. Sauf que l'objectif initial, c'était de quoi? C'était de stocker les valeurs de notre accélomètre. Et si jamais la compaction passe, si j'ai sauvegardé mes données, ben je vais les perdre, je vais en perdre la moitié, puisqu'il va garder que les dernières valeurs, alors que moi, si je veux analyser ma time series, ben j'ai besoin de toutes les valeurs de la courbe. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser la manière classique pour modéliser avec Cassandra, mais on va plutôt modéliser en time series. L'objectif ici, c'est de stocker nos données historiques. On veut tout stocker. À chaque instant, à chaque fois qu'on poste les informations, on veut garder toutes les valeurs de l'accéléromètre. Première étape, c'est d'identifier qu'est-ce qui serait unique dans chacune des mesures. Et dans mon cas à moi, ça serait l'utilisateur qui est en train de poster ces informations à lui, et puis le timestamp. À chaque instant, pour chaque user, je sais que j'aurai telle ou telle valeur. Et à partir de là, je modélise ma table. Donc ma table accéléromètre, elle aurait le user ID, donc l'utilisateur qui est en train de poser ses infos, le timestamp, et puis les 3 valeurs de mon axe. Donc là, ma clé primaire serait une clé composée. J'aurais comme clé de partition mon user ID, et comme colonne d'agrégation, j'aurai le timestamp. Donc si on regarde un peu la vue logique, j'aurai pour chaque user, pour chaque timestamp, une valeur précise de ma force, etc. etc. Et si on regarde plutôt sur disque, qu'est-ce qui se passe? J'aurai une row avec mon user ID, et puis j'aurai des colonnes qui contiennent les timestamps, et pour chacune des colonnes des timestamps, j'aurai des sous-colonnes avec les valeurs des 3 forces. Donc là, je suis sûre que la compaction, ça ne va pas supprimer mes colonnes, vu que chacune des colonnes est différente, et que je peux en avoir autant que je veux. Et c'est ça mon objectif, en fait. Je veux stocker toutes mes informations. Bon, il y a un autre problème. C'est qu'une row, ça a une limite aussi. Donc dans une row Cassandra, on a le droit de stocker que 2 millions de colonnes. Et donc si on est en train de poster toutes les 100 millisecondes, si vous faites un petit calcul, on aurait saturé notre row déjà. Ça aurait explosé. Et donc pour cela, on peut rajouter une autre idée de modélisation, une autre info. On peut stocker les infos par utilisateur et par jour aussi. Donc là, je mets à jour ma clé de partition et donc je rajoute l'information de la date. J'aurai le user et puis la date en plus. Et donc ma vue logique, j'aurai pour chaque user et pour chaque date, j'aurai un timestamp et les 3 valeurs. Et si on regarde plutôt ce qui est intéressant sur disque, qu'est-ce que je pourrais avoir? J'aurai 2 rows en fait. Une row par jour. Donc j'aurai user 1, tel jour il aura telle information, le jour suivant pour ce user-là il aura d'autres informations, etc. Et donc je sais que par jour je ne pourrai pas atteindre ma limite en fait. Je sais que voilà, j'arriverai pas à poster 2 millions par jour, à moins que je poste avec une fréquence encore plus importante, mais bon. Et donc après avoir stocké comme ça, si on veut récupérer toutes les informations, on ne pourra pas tout récupérer d'un coup, hein. Ça fait un volume assez important. Et donc pour opérer avec Cassandra, il faut y aller avec des tranches de requêtes. Donc on va récupérer tranche par tranche les données. C'est ce qu'on appelle rearrange queries. Et donc là, dans la requête, il faut préciser bien sûr la clé de partition. Ma clé de partition, elle est composée de date et user ID, il faut les préciser. Il faut savoir pour quel user et pour quelle date, pour qu'on puisse chercher directement la bonne row. Et dans la row, on va indiquer l'intervalle de timestamp qu'on doit récupérer. Et là, on récupérera les valeurs qui nous intéressent. Autre point intéressant avec Cassandra, c'est que moi, j'essaie de récupérer les informations d'un accéléromètre en temps réel. Donc ce qui m'intéresse, c'est les dernières valeurs mesurées. Je m'en fous de récupérer les premières, je vais toujours analyser la dernière activité. Et donc on peut rajouter un ordre d'agrégation, par exemple. C'est ce que j'utilise d'ailleurs. Donc là, j'ai rajouté un ordre d'agrégation, clustering order, et j'ai dit que ça serait les plus récentes d'abord. Donc un ordre descendant, du coup, je prends le timestamp le plus récent d'abord pour pouvoir récupérer les infos. Donc là, quand je fais une requête dans ma base, directement, je vais récupérer du plus récent au plus vieux. Si jamais, par exemple, j'ai besoin de faire mon analyse que pour un moment particulier et que j'ai plus besoin de garder les données dans ma base, en fait, ça peut être pour détecter de la fraude ou autre, en fait, on peut utiliser la notion de time to live, donc le TTL. Et l'idée du TTL, c'est de dire, OK, j'insère mes données, mais je leur donne une durée de vie. La durée de vie, ça correspondrait à l'analyse que je souhaite faire. Si je souhaite juste regarder mes infos pendant une demi-heure, une heure, l'heure qui suit ou la journée, eh ben, je peux indiquer ça. Et au bout de cette durée-là, en fait, les données vont disparaître, vont être supprimées.
Donc là, ça peut être une autre solution si on souhaite, enfin ça dépend de votre besoin, si on souhaite utiliser ce mode de stockage. Donc là, on a vu comment analyser les données, on a vu plutôt comment stocker les données, et on va voir comment on va analyser les données. Pour analyser mes données, moi j'ai opté pour une solution, Spark. Qui ne connaît pas Spark? Quelques personnes. Qui a déjà utilisé Spark? Oh, ça fait plaisir. Bon, je vais quand même faire un petit rappel pour les autres. Donc Spark, c'est un projet qui a été créé par Implab. C'est un projet open source depuis 2010. Spark, c'est totalement écrit en Scala. Et c'est un outil qui permet de faire des calculs distribués sur cluster. Donc si on regarde un peu l'écosystème de Spark, donc le projet le projet le plus important dans Spark, c'est Spark Core, donc c'est la base de Spark. Et donc c'est là où on fait tous nos calculs, etc., toutes nos analyses. Et ce Spark Core, en fait, il intègre plusieurs API. Donc on peut, si on ne connaît pas Scala, on peut le faire en Java, on peut le faire en Python et même en R. Récemment, on peut l'implémenter en R aussi, accéder à Spark. Et au-dessus de Spark Core, en fait, on a plein d'autres modules qui rajoutent d'autres fonctionnalités plus précises, notamment le Spark SQL qui permet d'analyser des données structurées en se basant sur les data frames. On a Spark Streaming qui permet de streamer, donc de récupérer un stream de données en temps réel pour pouvoir faire nos calculs. Il y a Machine Learning, donc MLlib, pour tout ce qui est Deep Learning ou Machine Learning, donc appliquer tous les algorithmes pour la prédiction et autres. Et puis Graphics, comme son nom l'indique, ça permet de créer un graphe structuré de données. Donc Spark, il fait des calculs, donc forcément, il a besoin de sources pour faire ses calculs. Donc il y a des data sources qui sont déjà prépackagées, donc on peut les utiliser directement sans avoir à faire appel à une autre API, notamment pour Hive, HDFS, MySQL et autres. Et il y a des sources plutôt externes qui passent par une autre API pour s'intégrer avec Spark. C'est le cas de Cassandra, et on va le voir par la suite comment connecter Spark à Cassandra. Spark se base sur une notion assez importante qui s'appelle les RDD. Les Resilient Datasets, Distributed Datasets. Donc c'est une collection d'objets qui sont manipulés sur un cluster, donc qui sont soit en mémoire ou stockés sur un cluster. Ils peuvent être opérés en parallèle, et forcément le fait que ça soit possible d'opérer en parallèle, elles sont très tolérantes à la panne. Donc on peut repartir suite à une panne à n'importe quel niveau du calcul. Qu'est-ce qui se passe avec les RDD en fait? On a notre data source en entrée. On va la transformer, elle va être sous format RDD, on va appliquer des transformations dessus, autant qu'on veut bien sûr, autant de calculs qu'on souhaite faire. Et dès qu'on aura fini nos transformations, donc on transforme d'un RDD vers un autre RDD, etc., c'est une boucle. Dès qu'on aura fini, on applique une action dessus pour avoir le résultat final qui nous intéresse. J'ai pris le fameux exemple de Spark, où là, l'objectif c'est de lire un fichier texte, de le parser en mots, de calculer l'occurrence pour chaque mot, et de ne garder que les mots qui se répètent plus de 3 fois en fait. Donc là, si on regarde la première partie, c'est la configuration de Spark, donc c'est la première étape à faire. Donc vous voyez, c'est 4 lignes de code, hein, c'est assez simple à mettre en place. Donc on indique le nom de notre application, où est-ce qu'on veut lancer notre Spark, donc là je le lance en local, avec autant d'exécuteurs que je veux, donc c'est les crochets avec l'étoile. Et puis j'instancie mon contexte Spark, donc j'utilise l'API Java, donc là ça va être mon Java Spark Context. Dès que j'ai lancé mon contexte, ensuite, je vais attaquer mes calculs. Et donc là, la première étape, c'est de récupérer déjà mon fichier texte, de récupérer tous les mots qui existent dans mon fichier texte. Donc j'applique la première transformation qui est le flatmap. Donc j'ai un RDD de Word, de mots. À partir de mon RDD, je vais créer pour chaque mot un tuple. Donc là, ça parle plus aux gens qui ont déjà fait du fonctionnel. Donc je crée un tuple, un mot avec la valeur 1 au début. Et ensuite, je vais réduire toute cette map-là en se basant sur mon mot-clé, donc mon mot, pour sommer toutes les valeurs d'occurrence. Et donc à la fin, je vais avoir d'un tuple, je sais pas moi, Toto, avec il est apparu une fois, Titi 3 fois, etc. Et dès que j'aurai fini cette deuxième transformation, je vais appliquer la troisième, qui est le filter, pour ne garder que les mots qui apparaissent plus de 3 fois. C'est ça mon objectif en fait. Je vais garder que les mots qui ont une occurrence supérieure à 3. Et donc dès qu'on aura fini toutes mes transformations, on va appliquer la dernière action. Donc moi, j'ai appliqué la collection pour récupérer la liste des tuples avec la valeur d'occurrence. Voilà. Donc on a appliqué nos transformations et l'action à la fin.
comme je l'avais dit sur le Spark Conf, là, j'ai lancé mon Spark en local. Donc là, il faut dire que Spark, c'est un ensemble de process qui se lance via un cluster manager, donc un gestionnaire de cluster. Donc on peut le lancer en standalone, donc en local, ou en utilisant un gestionnaire de cluster tel que Mesos ou Yarn. Qu'est-ce qui fait le gestionnaire de cluster derrière? Il va allouer autant de ressources que nécessaire. Il va ensuite interroger les exécuteurs pour récupérer autant d'exécuteurs qu'il en a besoin ou qui existent sur sa machine ou le cluster ou autre. Et ensuite, il va exécuter tous les calculs qu'on lui aurait passés dans notre application. Donc, juste pour résumer, Spark, ça permet de faire des calculs assez rapidement. La mise en place est très facile, c'est flexible, donc on peut rajouter n'importe quelle transformation à n'importe quel moment. Et démarrer avec Spark, c'est vraiment pas compliqué. Moi, ça fait moins d'1 an que j'ai commencé avec Spark et franchement, la mise en main, c'est assez facile. Donc là, on a vu comment on pourrait faire nos calculs sur nos time series. Maintenant, on va essayer de le faire en temps réel quand même, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Donc la première étape, ça serait vraiment de faire communiquer Cassandra et Spark, de récupérer les informations de Cassandra. Et donc pour récupérer les informations de Cassandra vers Spark, on va utiliser un connector custom, donc, vu que c'est pas pré-packagé, donc on va faire appel à un connector. Il y a un connector qui existe, qui est open source. La version c'est 1.5, la version actuelle. Il est complètement écrit en Scala. Et ce qui permet ce connector-là, c'est de récupérer les données de Cassandra, de les calculer avec Spark, ou vice-versa, donc de faire les calculs sur Spark, et ensuite on peut les sauvegarder sur Cassandra. Donc vous pouvez le trouver sur le GitHub, c'est DataStax qui a mis en place le projet, mais c'est un projet open source, donc tout le monde peut contribuer et peut regarder. Donc voilà, pour résumer, qu'est-ce qu'il fait exactement? En fait, il va récupérer les infos, donc la Cassandra Raw, donc les rows Cassandra, les tables qu'on avait vues, et il va les transformer en RDD Spark. Ça, il réalise la communication entre les deux frameworks. Et donc, si on jette un petit coup d'œil à notre API, qu'est-ce qui change par rapport à la conf que je vous ai montré tout à l'heure où on avait juste le nom de l'application et l'indication du cluster là? On rajoute 2 propriétés, l'URL de ma base de données et le port si jamais on n'utilise pas le port par défaut. C'est que ça à faire pour dire à Spark que voilà, il y a une base Cassandra et elle est là, il y a ces propriétés-là. Donc après, on instancie notre contexte d'une manière classique. Et donc si on veut récupérer les informations de Cassandra, qu'est-ce qu'on fait? Donc la première étape, on va essayer de récupérer notre RDD de row, donc de notre table. Donc on fait appel aux classes qui sont fournies par le connecteur Cassandra Spark. On lui indique notre keyspace de Cassandra qui contient notre table training, accéléromètre et autres, accélération et autres. Et ensuite, en fait, on va appliquer des fonctions, des transformations sur notre RDD. Donc là, je lui demande de sélectionner une certaine information de l'RDD qui existe avec une condition particulière, de la mapper, donc mapper le résultat. Et ensuite, je vais récupérer juste la valeur du timestamp parce que c'est elle qui m'intéresse. Et j'applique l'action de caching après, donc je les mets en cache. Donc là, à la fin, j'aurai un RDD de timestamp. Sauf que là, je n'utilise pas quand même un outil qui permet de faire du temps réel. Et pour faire du temps réel, donc du streaming, on va faire appel à Spark Streaming. Donc Spark Streaming, c'est un autre module au-dessus de Spark Core qui permet de traiter des données en temps réel. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il récupère le stream de données, on lui indique une période de 2 batchs, donc il va splitter les données en petits batchs, et chacun des petits batchs de données va être computé, donc calculé par Spark, et nous fournir des petits batchs de résultats aussi. Donc pour faire appel au Spark Streaming, on change quand même, la conf elle est la même, que je vous ai montré tout à l'heure, avec les 2 propriétés de Cassandra, on ne change rien. En revanche, au lieu d'instancier un Java Spark Context, on va instancier un Java Streaming Context. Donc là, on se dit, OK, on n'est pas dans un contexte classique, on va faire du streaming. Et en plus, on lui passe un paramètre plus que d'habitude. Donc avant, on passait que SparkConf, maintenant, on va lui passer la durée de chaque batch. Donc là, il sait que toutes les 2 secondes, il est censé slicer, couper mes données et les traiter toutes les 2 secondes. Donc ensuite, dès qu'on aura instancié notre contexte, là, j'ai créé mon receveur. Donc, j'instancie mon receveur qui va récupérer le stream d'informations et qui va ensuite faire les calculs. Donc là, pour Cassandra, ça n'existe pas. Il fallait juste implémenter une classe qui s'appelle receveur et rajouter le comportement que nous souhaitons dedans. Et donc, après avoir récupéré notre stream, là, on est censé appliquer tous les calculs qu'on veut, les transformations, etc. Pour l'instant, j'ai mis une action assez simple
à faire, mais là, on peut mettre tous les calculs que vous avez vus tout à l'heure pour les Word. Et dès qu'on aura défini tout ce qui doit se passer pour chacun des batchs, eh ben, on lance notre process, avec l'appel de la méthode start. Et puis la deuxième méthode, ça permet de dire, bon, dès que les calculs seront terminés, l'écoute s'arrête, l'écoute du stream s'arrête. Donc là, dès que ma condition d'arrêt sera définie. Donc pour mon receveur, j'ai juste implémenté la classe receiver de Spark Streaming. Et après, il fallait overrider la méthode onStart. Et dans la méthode onStart, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté une méthode à moi qui permet de lire directement les données de Cassandra. Donc là, on a vu comment stocker les informations, les écouter depuis notre capteur, les poster via un serveur REST, les stocker dans Cassandra, les streamer avec Spark Streaming pour pouvoir faire des calculs. Mais les calculs vont nous servir à quoi? Les calculs vont nous servir à prédire notre activité. Donc il faut qu'on se rappelle un peu notre objectif initial. C'est que là, on essaye vraiment de prédire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de marcher, de courir, d'être debout ou assis? Donc on a 4 états possibles. Les données de base, c'est notre accéléromètre. Donc il va nous fournir toutes les mesures, toutes les 100 millisecondes. Donc on va obtenir notre time series. Donc là, on est face à un problème de classification. On a les données, on voudrait savoir si on est en train de marcher, de courir, etc. Donc on va faire appel au machine learning pour classifier notre résultat. Face à un problème de classification multiclasse. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un pattern qui n'est pas labellisé, donc on ne sait pas ce qu'on est en train de faire et on aimerait appliquer un label. Et dans notre cas, le label, ça serait l'activité. Donc est-ce que je marche, je cours, debout, assis, etc. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc pour ça, il y a plein d'algorithmes qui existent. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire du machine learning un tout petit peu, même à l'école avant, donc il y a plusieurs solutions possibles. Les algorithmes sont déjà prédéfinis. Il y a l'algorithme de régression logistique. La régression logistique, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais en mode binaire en fait. Est-ce qu'on a réussi, échoué Et en fait, la régression logistique se base aussi donc que sur 2 valeurs. Donc pour cela, si on veut classifier en plusieurs valeurs, c'est notre cas, hein, on veut savoir si c'est ça, ça ou ça ou ça. Donc il y a la régression logistique multinomiale, je le dis bien en français. Et là, on peut classifier sur plusieurs solutions possibles. Sauf que, avec cet algorithme-là, en fait, il se base sur des valeurs qui sont liées entre elles. C'est que chacune des valeurs a un lien avec l'autre. Et dans notre cas, il n'y a aucun lien. Je peux courir, machin, et les valeurs, elles sont distinctes. Il n'y a pas de lien vraiment visible direct. Donc, je ne peux pas utiliser ce premier algorithme. Deuxième solution, il y a un deuxième algorithme qui s'appelle l'algorithme naïf bayésien. Et donc, celui-là, pour vous donner un exemple, il se passe sur des hypothèses. Si j'ai un objet sphérique, petit, rond, sphérique, rouge, c'est une pomme. C'est comme ça qu'il réussit à faire ses analyses. Donc il est pas mal parce qu'il se passe sur des critères qui sont indépendants, chacun de l'autre. Cet algorithme, il est pas mal pour résoudre notre solution, sauf qu'il est moins performant que d'autres algorithmes qui existent pour la même analyse. Par exemple, the random forest. Et la forêt random, si on traduit en français, ça se dit pas trop. C'est un ensemble d'arbres de décision. Donc on a plusieurs arbres de décision où on navigue, est-ce qu'on est dans tel état, oui, non, et on passe dans toutes les branches de notre arbre pour arriver à un état final. Et dès qu'on aura atteint notre état final, on sait que c'est le résultat qui nous intéresse. Et l'arbre, the random forest, il combine tous ces arbres-là et il récupère le résultat à la fin de la combinaison. Donc c'est l'algorithme que j'ai utilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai quand même calculé, j'ai testé. Et en testant avec la random forest, j'ai réussi à avoir une précision assez élevée. Donc j'avais un taux d'erreur qui était faible. Ma précision, c'est presque 93%. Ça dépend des moments, ça dépend du jeu de données que j'avais utilisé à chaque fois. Donc je me suis dit, allez hop, j'ai une bonne précision, je vais partir sur celui-là. Et j'ai fait appel à Spark MLlib, bien sûr, pour pouvoir créer mon modèle. Le modèle, c'est un modèle d'apprentissage supervisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on va faire pour construire notre modèle, on va lui donner des données au début où on connaît ce qu'on est en train de faire. Donc ça, je lui dis, ça j'étais en train de courir, ça j'étais en train de marcher, etc. Donc tous ces features que j'aurais calculées sur mon activité déjà connue, je vais l'utiliser pour entraîner mon modèle. Je vais lui dire, ok, cette info-là, tu la gardes, c'est quand j'étais en train de courir. Là, pareil, etc. Et après, donc à la fin, je vais lui donner des calculs qui n'ont pas été supervisés, donc j'avais pas de valeur dessus, et je vais lui demander de me retourner un label possible pour ces calculs-là. Donc là, ça serait la prédiction.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, pour résumer les étapes, qu'est-ce qui se passe en fait? On va faire collecter des informations déjà labellisées. Donc on récupère les infos où je suis en train de courir, marcher, etc. On va ensuite essayer d'identifier des caractéristiques sur les valeurs que je viens de récupérer. Qu'est-ce qui permet de distinguer que je suis en train de marcher, en train de courir? C'est quoi la différence entre les deux activités? Et c'est ça les features en fait, les caractéristiques. Après, on va les calculer, parce que quand même, il y a des calculs mathématiques derrière, donc on va transformer toutes ces caractéristiques qu'on voit visuellement en des formules mathématiques. Et après, on va créer notre modèle. Et dans mon cas, ça serait The Random Forest que je vais créer. Et dès qu'on aura créé notre modèle, on pourra dire à notre modèle, lui envoyer des valeurs et lui demander de prédire ce que je suis en train de faire. Oui, j'ai fait un petit slide pour remercier mes collègues qui m'ont aidé à collecter toutes les informations, parce que je ne pouvais pas avoir les informations pour entraîner mon modèle tout seul. Donc c'était mes cobayes, je les ai fait courir un peu partout. Donc voilà, c'était un petit slide pour les remercier quand même de m'avoir aidé. Pour collecter les datas, donc j'avais créé une table qui s'appelle Training. Là-dedans, j'ai précisé donc mon user ID, l'activité, et puis les 3 valeurs de l'accélération. Donc là, je sais que pour chaque user ID et chaque activité, j'aurai les valeurs que je souhaite. Pour mon application mobile, pour collecter les infos, parce que voilà, il faut partir de l'application mobile. Je n'allais pas utiliser le bouton Start pour la prédiction, mais j'ai ajouté un autre bouton qui s'appelle Collect Data. Donc c'est une appli mobile assez basique. Quand on clique sur Collect Data, on bascule sur un nouvel écran, on peut saisir notre nom pour savoir c'est qui le user qui est en train d'envoyer ces données. Et puis là, c'est une liste déroulante où on sélectionne l'activité qu'on souhaite faire. Et dès qu'on aura sélectionné ces deux-là, on appuie sur le bouton Start. Il y a un petit timer, donc au bout de 2 minutes, ça bip et ça dit hop, je suis en train de poster les infos. Et au bout de 20 secondes, ça s'arrête, ça fait un bip, poup, et là on peut s'arrêter de courir ou de marcher ou rester debout, c'est pas compliqué. Et voilà. Donc à la fin, je me retrouve avec toutes les informations déjà labellisées, donc je connais pour chacune des valeurs qu'est-ce que j'étais en train de faire, et à partir de là, je vais m'en servir pour extraire mes caractéristiques, donc les features. Oui. Avant de passer à l'extraction des features, je vais juste être clair, j'ai pas traité du big data, j'avais pas une volumétrie, donc j'avais vraiment peu de données. Vous avez vu, j'avais 6 collègues qui m'ont aidé, donc au final, je me retrouve avec 1,6 mégaoctets. C'est restons clairs, quoi. Voilà, la première étape déjà, avant même de calculer les features, c'était de créer des windows de mes time series. Pourquoi ? J'ai utilisé une analogie assez rigolote, c'est que quand vous enregistrez un audio en fait, au micro, et vous regardez ensuite le schéma que vous obtenez après l'enregistrement de l'audio, vous allez voir plein de petits pics comme ça dans tous les sens, et vous zoomez dessus, et là vous voyez vraiment l'amplitude de votre voix plus clairement. Et c'est la même chose avec les time series. Donc là, vu qu'on mesure assez rapidement, en fait, les données sont collectées d'une manière successive. Le graphe, il est assez dense, donc il faudrait vraiment zoomer pour avoir les infos et pouvoir distinguer les caractéristiques. Donc la première étape, c'est vraiment de découper nos données sur une durée assez minime. C'est ce qu'on appelle les windows, en fait. Moi, pour ma window, j'avais sélectionné comme durée 2 secondes, en fait. Toutes les 2 secondes, je prends une portion des données. Donc ça me fait un bout de courbe comme ça. Si je regarde ma time series, c'est un bout de courbe descendant, etc. Et ça me permet vraiment de faire mes calculs comme il faut. Donc première étape à faire, c'est récupérer sur des windows. Donc on slice les données, on les tranche sur des petites windows. La durée de 2 secondes, ça dépend de vos données, bien sûr. Regardez vraiment ce que vous avez, regardez ce qui serait intéressant à analyser et vous choisissez vous-même, c'est arbitraire. Ensuite, voilà, j'ai pris mes petites tranches et là je regarde pour 2 états différents. Là je sais que je suis en train d'être assise ici et là je suis debout. Et si je regarde les différentes valeurs que j'ai collectées pour les axes, on voit déjà visuellement que j'ai la courbe bleue, là, la courbe des Y, elle est en dessous de la courbe des X et des Z quand je suis assise. Et vice-versa quand je suis debout. Donc là, un truc tout bête, je regarde, tiens, pour différencier les 2 états, je vais prendre la différence entre ces deux-là. Si elle est positive, je suis dans tel état, si elle est négative, je suis dans l'autre état. Donc là, c'est une feature assez simple qu'on peut utiliser pour distinguer ces 2 états. Si on va sur un cas un peu plus compliqué, donc là, je suis en train de marcher, et là, je suis en train de courir. Donc on voit que quand je suis en train de marcher, l'amplitude de la courbe en bleu là, c'est la courbe des Y, elle est un peu plus lente, plus fluide, même si j'ai des pics, c'est un peu plus lent. Et quand je suis en train de courir, j'ai plein de petits pics là, avec des pulsations de ma vitesse, etc., pour la même petite durée. Et donc là, je peux dire, ok, en fait, je peux me baser sur l'amplitude. Voir là, je peux calculer entre les 2 pics là, l'amplitude,
Et pareil pour ici. Donc je sais que si quand c'est serré, pour cette durée-là, c'est que je suis en train de courir. Et si c'est un peu plus important, je suis en train de marcher. Ça, une deuxième feature que je peux extraire. Mais bon, je ne m'arrête pas à 2. Il faudrait bien sûr en avoir plusieurs. Donc bien sûr, j'ai rajouté la moyenne de chacune des accélérations. Donc là, la différence que je vous ai montrée pour état assis debout. J'ai calculé aussi la variance, l'écart type, la différence absolue, la résultante, et puis la différence d'amplitude entre deux pics. Donc voilà, j'ai combiné quand même plusieurs notions de statistiques, etc., pour pouvoir analyser ma courbe. Donc dès que j'aurai fait tout ça, je pourrai faire ma prédiction. Donc le code, pour passer au code, parce que là quand même, ça fait un peu flou, c'est pas si compliqué que ça à faire. Ma première étape, c'est de créer mon tableau de valeurs. Donc j'ai créé mon tableau, mon RDD de Double ici, en récupérant les informations de Cassandra. Pourquoi un tableau? Parce qu'en fait, on va faire appel à MLlib, et MLlib utilise vraiment beaucoup de notions d'array et pas de liste ou autre. Enfin, c'est plutôt les arrays sur lesquels il se base. Ensuite, donc, je fais appel à cette classe-là, qui est fournie par Spark MLlib, et elle contient plusieurs méthodes de calcul statistiques, déjà prédéfinies dans cette classe. Donc vous avez la moyenne, la variance, donc si vous voulez faire des calculs un peu plus compliqués, vous avez déjà des méthodes qui vous fournissent ça, il fallait juste les combiner. Bien sûr, moi je ne m'arrête pas juste à cette classe, j'avais aussi rajouté mes autres features. Et donc là, je m'obtiens un ensemble de valeurs, de résultats, c'est ce qui constitue ma feature. Donc toutes mes features là que j'avais stockées dans un array, je vais ensuite les transformer dans un vecteur et créer ce qu'on appelle les points labellisés. Les points labellisés, si vous vous rappelez au début quand je vous ai montré l'entraînement du modèle, donc on lui donne des features avec un label. Et c'est ça qui constitue un point labellisé. Donc la classe, elle est fournie par MLlib, bien sûr, Spark MLlib, et elle prend comme paramètre notre label, donc c'est des valeurs numériques. Et mon label, donc moi j'ai créé un enum qui correspond à chaque état, 0 pour marcher, 1 pour debout, etc. bien sûr. Et j'ai transformé mes features, donc toutes les valeurs que j'ai déjà obtenues, calculées là, qui sont dans un tableau qui s'appelle feature, en un vecteur. Parce que ce point labellisé, cette classe, veut recevoir qu'un vecteur en entrée. Et à partir de là, on peut construire soit un arbre de décision, soit une random forest. Donc prenons le cas de l'arbre de décision au début. Ce qu'il fallait faire, c'est définir les paramètres par défaut. Donc là, j'ai pris toutes les valeurs par défaut. Je dis que le nombre de classes, c'est le nombre de valeurs que j'ai déjà définies dans mon enum. La profondeur de mon arbre, j'ai pris 20. Donc on a quand même une valeur minimale qui est de 6, je pense. On ne peut pas faire en dessous de 6. Et les nombres de navigation, là, j'ai mis 32. Là, c'est la valeur par défaut, celle-là, celle-ci. Et celle-là, c'est mes classes. Donc là, on peut changer, mais on peut garder les trucs par défaut. Et vu que j'ai peu de données, donc j'aurai peu d'étapes à suivre après, j'ai gardé les valeurs minimales. Ensuite, pour créer notre modèle, donc j'appelle Decision Tree, qui est une classe de Spark MLlib, pareil, et avec la méthode Train Classifier, qui me renvoie à un modèle par la suite. Et donc le Train Classifier, il prend des training data, et les training data, en fait, c'est les informations que j'ai récupérées de ma collecte, je l'ai splitté, donc j'ai toutes les données labellisées, j'ai pris 60% des données pour faire les données d'entraînement, et 40% pour faire les données de test. Et donc là, je lui passe tous les différents paramètres, et ensuite, je lui demande de stocker mon modèle, parce que j'en ai besoin si je veux prédire par la suite. Et après, j'ai voulu calculer la précision, donc l'accuracy, en utilisant mes données de test. Et donc là, après, j'aurai ma valeur de test. Je me dépêche un peu, parce qu'apparemment, on est en retard. Et pour la random forest, ce qui change, on a quasiment les mêmes paramètres, sauf que là, on précise le nombre d'arbres de décision à créer. La stratégie à suivre, moi je mets la stratégie automatique par défaut, et là c'est une valeur qui est utilisée pour faire un petit random. Donc pareil, on appelle le random forest avec les différents paramètres, training data, etc. Et on le sauvegarde. Donc nous, on va se baser vraiment sur le random forest qui m'a remonté des valeurs, une précision plus importante que l'arbre de décision tout seul. Voilà. Donc j'avais toutes mes données, toutes mes insertions d'accélération que j'ai récupérées. J'avais 15 features au total. J'ai obtenu à partir de ces 15 features 26 points labellisés qui ont servi à construire mes modèles. Et donc avec l'arbre de décision, j'ai réussi à avoir que 69% de précision, mais avec le random forest, j'étais à 92,3. Et on va faire la démo dans le temps qui nous reste. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, j'ai mon contrôleur qui va récupérer les informations côté REST.
Donc j'ai un petit contrôleur tout simple vers lequel je poste. Je ne sais pas si c'est lisible pour vous d'ailleurs, parce que là on a un petit écran. Donc je poste mes accélérations, je les sauvegarde donc à Cassandra et je vais vous mettre des logs pour afficher ça. Et après j'ai fait un petit truc pour afficher le résultat en temps réel de la base. Donc je vais déjà lancer ça. J'espère qu'on ne va pas trop déborder niveau temps. Et j'ai mon service de prédiction. Donc là, je vais utiliser la méthode, j'ai testé plein de méthodes. Donc là, je vais utiliser la méthode temps réel qui permet ici de créer un Java Streaming Context. Je lui appelle mon receveur et ensuite j'imprime le résultat que j'aurais déjà calculé dans mon receveur. Sachant que je l'ai sauvegardé aussi dans Cassandra. Si on regarde dans mon receveur vite fait, j'avais je vais dans ma méthode receive, je récupère les données, je fais mes calculs et je sauvegarde ensuite les résultats. Et donc là, on va lancer notre modèle de prédiction aussi pour pouvoir... Donc là, je suis en train de lancer Spark avec Spark Streaming qui va déjà commencer à calculer en se basant sur les anciennes données que j'ai dans ma base. Donc pour l'instant, on n'a rien. Attends, on va le laisser comme ça et on va mettre l'autre comme ça. Donc là, celui-là, il s'est déjà lancé. Et on va afficher quand même une page avec le résultat. Donc là, vous aurez l'ancien résultat que j'avais déjà sauvegardé. Donc là, j'ai connecté en local mon téléphone à mon PC pour pouvoir être sur le même réseau, pour pouvoir poster. Et donc, je vais démarrer mon application. Et je vais saisir l'IP de ma machine. C'est 4343. Ok. 2.84. Et donc là, heureusement la salle elle n'est pas grande. Donc là j'ai démarré mon application, j'ai saisi juste l'URL de ma machine. Et ce qu'on va faire maintenant, je ne sais pas si c'est lisible, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais appuyer sur Start pour pouvoir commencer une collecte potentiellement. Donc je vais juste basculer sur l'autre écran que vous voyez. Donc cette partie-là des logs que vous voyez au-dessus, vous allez voir des logs partir avec les valeurs de l'accéléromètre. Je peux réduire la fenêtre d'ailleurs, celle-là. Hop, pouvoir la passer là. Regardez toujours en premier plan. Et en dessous, vous voyez Spark Streaming qui est en train de lire déjà les données qui existent. Et donc là, on va commencer par quoi? Par faire deux bouts. Donc là, vous voyez les posts, c'est en train de poster depuis mon téléphone vers le serveur REST. Là, je ne suis pas en train de courir, désolé. Voilà, là, il dit que je suis debout. Donc si je fais genre, je suis assise, pour être assise, en fait, c'est la position comme ça, parce que le téléphone, on est censé l'avoir comme ça. Donc là, il est censé me dire que je suis assise. S'il se met à jour. Voilà, sitting. Et donc, si jamais je veux marcher, je vais essayer de marcher. Hop. Voilà. Oh, bah, c'était rapide, hein, walking. Je pense que c'est la feature la plus rapide. Courir, là, ça va être un peu dur, mais je vais essayer de courir quand même. Ah, voilà. Et jogging. Voilà, j'arrête l'application. Bon. On revient sur notre présentation. Donc voilà, pour conclure, donc l'idée ici, c'était vraiment pouvoir collecter les données d'un objet connecté, donc notre téléphone. Donc j'ai un vieux téléphone, hein, il a 4 ans d'âge déjà, et les analyser. Donc l'idée, c'est que voilà, à partir d'un petit accéléromètre, un petit capteur, on peut déjà arriver à faire quelque chose. Mais on peut combiner aussi. Il y a plein d'autres capteurs sur notre téléphone. Il y a le gyroscope qui calcule la rotation. Si, par exemple, on veut faire une application apprendre à danser et on ne sait pas faire les pas, ben, on peut combiner les différents capteurs. Et si jamais on se gourre, ben, il nous dit non, là, le pas était faux, etc. Donc, il y a plein d'idées à faire à partir de là. Donc, moi, j'espère que je vous ai inspiré avec ce petit exemple et que ça vous permettrait de créer le vôtre dans l'avenir. Merci beaucoup.